Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, l'heure est aux préparatifs de la COP22 qui aura lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre. Les premières délégations gabonaises sont sur place. Le ministre en charge de l'économie forestière est déjà sur place. La note d'économie de ce journal en Afrique, la Banque africaine de développement a annoncé ce jeudi que l'Afrique pourrait être la deuxième croissance économique du monde en 2017 après l'Asie. Et puis dans le monde, c'est la journée internationale de la résolution des conflits. Dans ce monde en guerre, cette journée garde toujours son caractère symbolique d'invitation à la paix. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Tout d'abord, la page du Gabon en ouverture. Tout d'abord, le continent africain s'apprête à accueillir dans quelques semaines la COP22, comme je vous l'annonçais à l'instant, au Maroc, qui permettra de discuter sur les résolutions aux problèmes du réchauffement climatique, dont un accord, celui de Paris, a déjà été signé et ratifié par de nombreux pays. Le reportage de Renan Dem et James Bingangoy. Le ministre de l'économie forestière, de la pêche, de l'environnement, Estelle Ondo, chargé de la protection et la gestion durable des écosystèmes, s'est exprimé devant l'Assemblée préparatoire de la COP22 à Marrakech, ce mercredi 19 octobre 2016, se réjouissant de ce que le continent africain s'apprête à accueillir dans quelques semaines, ce grand rendez-vous destiné à apporter des solutions aux problèmes de réchauffement climatique. La mise en place des moyens de discussion, de dialogue entre les différentes parties prenantes dans cette grande convention. Et également, c'était pour moi également l'occasion d'annoncer que le processus de ratification pour le Gabon est dans sa phase finale et qu'avant cette COP22, nous déposerons notre instrument de ratification. Dans la même foulée, le membre du gouvernement aura salué les contributions des coprésidences de la COP21 et de la COP22, mettant également en exergue les facilitations octroyées par le Royaume du Maroc pour la participation d'un grand nombre de pays et la réussite de cet événement. Rappelons que le travail de championne réalisé pour une optimisation de l'agenda de cette COP22 et le partenariat établi avec les acteurs non étatiques visent une gouvernance climatique des plus acceptables. Dont des délégations issues de tous les continents prendront donc part à ce grand rendez-vous sur le climat à Marrakech en novembre prochain, tel que nous le rapportent Renan Dem et James Bingangoy. Plus de 80 ministres de différents pays et quelques 400 personnalités politiques et de la société civile prennent part à ces assises de Marrakech. Déjà, l'occasion m'a été donnée de remercier la présidence de la COP22 ainsi que celle de la COP21, ainsi que les autorités marocaines pour cette organisation. Je pense que les États ont pris leurs responsabilités. Déjà, lorsque nous voyons les États signataires de l'accord de Paris, elle est allée au-delà même de nos attentes. La partie gabonaise, dont c'est la première sortie officielle depuis sa nomination intervenue le 2 octobre dernier, met à profit ce séjour au royaume chérifiant pour marquer sa présence et signifier au plus haut point tout l'intérêt de la République gabonaise. J'ai le privilège ici de vous annoncer que le processus de ratification de l'accord de Paris est dans sa phase finale. Et donc pour la COP22, le Gabon déposera son instrument de ratification. Louons les efforts fournis par les autorités marocaines pour faire de cette COP22 une grandissime réussite. Le diplomate gabonais Abdourazak Guy Kambongo a également attiré l'attention sur 3 grands sujets ayant trait au développement durable. Suivi des forêts, affectation des terres et surveillance du trafic maritime sont quelques-unes des tâches réalisées par l'agence gabonaise études et d'observation spatiale AGOS. Pour y parvenir, il est important de disposer d'une visibilité matérielle, ce qui justifie la mise à disposition de nouvelles cartographies. Linda Gaël Maganga pour 7 minutes de la COP22. Le Gabon respecte les engagements pris à l'international pour lutter contre le changement climatique et son impact négatif sur les ambitions d'accroître le niveau de développement des pays émergents. Donc ce que vous avez ici derrière moi, c'est ce qui a été publié récemment par l'AGIOS en collaboration avec les ministères sectoriels, donc les eaux forêts, l'Agence nationale des parcs nationaux,
l'INC pour la partie cartographique et quelques partenaires extérieurs. Ces éléments nous permettent de dire, écoutez, notre politique d'exploitation forestière au Gabon est robuste puisque nous déforestons à peine 0,25% du territoire. L'expansion des villes, la déforestation et les méthodes de culture traditionnelles n'influencent pas négativement les observations faites par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale dans ce pays situé au cœur de l'un des plus grands bassins forestiers du monde, celui du Congo, considéré comme l'un des poumons de la planète. Ce travail a été fait de 1990 à 2015 et 2015 nous avons eu une perte à peu près, nous évaluons à 23,66 millions d'hectares, soit une perte de 0,25%. Et le travail qui a été fait en collaboration avec l'ensemble de partenaires qui sont impliqués dans la gestion de la forêt gabonaise, notamment les eaux forêts et les cartographes comme l'INC, nous avons sorti là récemment, et il y a un article sur l'état du couvert forestier en 2015. L'observation faite par la GEOS contribue également à l'élaboration de nouvelles cartographies, à l'instar de celles élaborées en 2015 qui présentent les zones de construction à risque ou celles qui concernent le suivi et l'évolution du trait de mer entre 1990 et 2014. Les informations scientifiques récoltées et traitées par la GEOS constituent une banque de données scientifiques utile aux chercheurs internationaux car il faut garder à l'esprit de promouvoir le développement durable. Le livre permet au lecteur de s'instruire, de s'évader. La lecture d'un bon roman aide à sortir un tant soit peu du train-train quotidien, l'existence des nouvelles technologies, de l'information et de la communication aidant au Gabon. Le livre est aussi devenu numérique, un basculement qui n'est pas sans conséquence sur le livre classique. Les détails dans ce constat de Andy Tungi sur les images de Jospin Bombadianga. Le développement des technologies de l'information et de la communication permet aussi l'accès à certains instruments didactiques dans les livres numériques. Ils sont accessibles sur certains téléphones portables et les tablettes. Le livre numérique est-il prisé par les lecteurs et peut-il faire ombrage au livre classique? Le livre numérique, c'est une tablette numérique qui contient une bibliothèque à l'intérieur. Donc, dans cette bibliothèque, si vous avez besoin de l'enfant noir de Kamaralai, il suffit d'aller sur Google. Donc, vous tapez sur l'enfant noir de Kamaralai et le livre va s'ouvrir. Visiblement, si le livre numérique est un instrument qui offre beaucoup d'avantages, il semble que la fracture numérique et le coût des nouvelles technologies face aux priorités économiques et sociales du plus grand nombre font que le livre classique a encore de beaux jours devant lui. Vous pouvez vous réveiller à n'importe quel moment de la nuit, prendre votre livre, le feuilleter, le numéroter par page. Le livre numérique ne peut pas faire disparaître le livre classique, ce n'est pas évident. Œuvrant pour la préservation du livre classique, bon nombre d'éditeurs et écrivains estiment qu'ils ne peuvent être en voie de disparition car celui-ci possède un caractère original. À quelques jours de la rentrée des classes au Gabon, la question de la réglementation des uniformes scolaires taraude les esprits de plusieurs parents d'élèves qui, des responsables d'établissements ou des couturiers, doivent fournir des tenues aux élèves. Des détails dans ce reportage de Andy Tungi et Jospin Bombadianga. Le gouvernement gabonais a fixé la rentrée des classes au 31 octobre 2016. À Libreville, à quelques jours de cette rentrée, la question de la réglementation des uniformes alimente les débats. Sur l'instruction de M. le ministre de l'Éducation nationale, un travail est en train d'être fait avec l'Agence gabonaise d'harmonisation pour élaborer une directive nationale. Cette directive nationale va permettre de définir les logos, les couleurs des tissus et la qualité des tissus qui doivent être utilisés pour la confection des uniformes pour les établissements primaires et secondaires confessionnels sur l'ensemble du territoire national. Alors que la question de la qualité de l'uniforme n'est pas encore réglée, certains élèves ont déjà acheté le leur, croyant bien faire. Ça se passe plutôt bien, je suis venu prendre ma tenue. Bon, j'ai d'abord essayé le pantalon, puis la chemise pour voir si c'était ma taille. Et puis j'ai pris la tenue, j'ai mis dans le sac, j'ai remis l'argent. La confection des uniformes est un vaste marché qui a souvent amené certains patrons d'établissements à signer des contrats particuliers avec certains tailleurs. Un problème que la tutelle avait réglé vu les difficultés enregistrées.
Cette année, le ministère de l'Éducation nationale met en garde les chefs d'établissement et prévoit de sanctionner les contrevenants. Début de la saison pluvieuse au Gabon, à Libreville, nombreuses sont des personnes qui ont eu du mal ce jeudi matin à vaquer aisément à leurs occupations du fait des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale gabonaise. Le regard de Jamila Mbengman et Nina Masunga Maganga. Parapluie en main, fermé ou ouvert pour se protéger de la pluie, marchant au pas de course, nombreux sont les Librevillois qui ont eu du mal à vaquer à leurs occupations aujourd'hui, empêchés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans les rues de la capitale gabonaise. Regardez un peu, aujourd'hui, moi je devais aller faire un tour à la CNAMGS, j'ai pas pu à cause de la pluie. Je suis obligée de marcher, il n'y a presque pas de taxi, donc vous voyez un peu, c'est assez compliqué en fait. Si pour certains la pluie est un obstacle, les parapluies et les imperméables permettent de l'affronter. Quand il faut aller au travail, il y en a qui sont prêts à braver la pluie. La pluie ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas aller au travail. Tout simplement parce qu'on vend des parapluies moins chers, 500, 1000 francs, 1500, 2000, selon la classe sociale de tout un chacun. Nous avons les parapluies sont là, il y a les imperméables sont là. Donc quelqu'un n'ira pas au travail en disant que c'est par rapport à la pluie, c'est faux. Il y a des gens qui vivent dans certains quartiers où l'accessibilité est difficile lorsqu'il pleut et pour d'autres, il n'y a pas de raison justifiable. Plus la pluie est forte, plus l'envie de se rendre à son lieu de travail est faible. Pour des personnes véhiculées, le problème ne s'oppose pas car disposant de moyens de locomotion efficaces pour y remédier. Or, pour celles qui empruntent les transports en commun, la difficulté est éprouvante vu le manque d'abribus. Et chaque 20 octobre, la communauté internationale célèbre la journée du cuisinier. Pour l'occasion, notre équipe de reporters s'est rendue dans un restaurant de Libreville rencontrer un chef cuisinier qui n'a pas hésité à étaler ses talents culinaires. Le compte rendu de Bienvenue Nelkem et Nina Masunga Maganga. Michel Lewanga, sexagénaire gabonais, exerce le métier de cuisinier depuis une trentaine d'années déjà. Au quartier Louis, dans le 3e arrondissement de Libreville, où il tient un restaurant, il a bien voulu nous mijoter une de ses recettes en cette journée du 20 octobre dédiée à la profession de cuisinier. J'ai eu au moins 4 ou 5 chefs de cuisine qui m'ont fait une formation. À chaque fois, je m'adaptais au fur et à mesure. Et jusqu'à l'heure aujourd'hui, moi, je veille dans ce métier. La cuisine dans sa famille est une histoire de génération. Nous sommes d'une famille de cuisiniers. Le grand-père de mon père était cuisinier, mon père cuisinier. Et le petit frère de mon papa est cuisinier. Et lui, il a même fait la France. Et c'est ça qui m'a tenté aussi de faire la cuisine. Et j'ai même aussi un fils qui est cuisinier. En Afrique, les cuisiniers sont oubliés. Mais vraiment, si aujourd'hui, il y a déjà cette journée-là, vraiment, ça me fait plaisir. Il revient en outre aux professionnels de l'art culinaire de présenter au plus grand nombre les différentes facettes du métier de cuisinier en vue d'intéresser les uns et les autres à exercer cette profession. Ouvrons à présent la page Afrique. Tout d'abord, la Banque africaine de développement a annoncé à Khartoum ce jeudi que l'Afrique pourrait être la deuxième croissance économique du monde en 2017 après l'Asie. En témoigne ce récit de Svetlana Gladys Maganga. Après une croissance moyenne de 5% ces 15 dernières années, le PIB africain devrait rebondir à 4,5% en 2017, alors qu'il n'est accru que de 3,6% en 2015 et est attendu à 3,7% en 2016 selon les perspectives économiques en Afrique, éditées notamment par la BAD, la Banque africaine de développement. Dès que le prix de ces denrées baisse, nos économies ralentissent et c'est ce que nous avons vu en 2015, où l'Afrique a seulement enregistré une croissance de 3,8%. Mais le plus important est qu'en 2016, nous puissions avoir une plus grande récession de l'économie en termes de PIB avec seulement 1,9%. Cette prévision est adossée à des projections qui tablent sur une reprise progressive de l'économie mondiale et un lent raffermissement des cours des produits de base, avec l'hypothèse notamment d'un prix moyen du baril de pétrole à $37 en 2016 et $48 en 2017. Cependant, il plane une forte incertitude sur ces prévisions, étant donné le caractère incertain de la reprise mondiale et la forte volatilité des cours des matières premières. Ainsi, les vents contraires de l'économie mondiale, marqués par l'essoufflement de l'économie chinoise, tournée vers la consommation intérieure, continueront de peser sur les États du continent, qui font de plus en plus preuve de résilience.
Partons pour le Maroc où une rencontre ministérielle internationale se tient à Marrakech pour préparer la conférence mondiale sur le climat COP22 qui aura lieu du 7 au 18 novembre prochain dans cette ville du centre du Maroc. En prélude de la conférence mondiale sur le climat COP22 qui se tiendra à Marrakech au Maroc dès le 7 novembre prochain, une rencontre ministérielle internationale s'organise dans cette ville depuis mercredi. L'événement est dirigé par les présidents de la COP21 et de la COP22, la ministre française de l'Environnement Ségolène Royal et le ministre marocain des Affaires étrangères, Salahedine Mezouar. Tous les éléments sont en place pour une COP22 réussie à Marrakech, s'est réjoui Ségolène Royal à l'ouverture de cette rencontre, ajoutant « 3 grands principes ont guidé mon action de présidente de la COP21, urgence, justice, efficacité climatique ». La réunion ministérielle peaufine la feuille de route. Good news and very important development that we have seen here today. Les nouveaux et importants développements qui ont eu lieu aujourd'hui, hier en fait, concernent le fait que les pays développés et la communauté des donateurs ont présenté cette feuille de route à 100 milliards. Et ceci offre de la transparence au processus. That gives really a lot of transparency to the process. Aujourd'hui, on a une idée de comment les pays développés comptent mobiliser ces 100 milliards. La partie publique, la partie privée et disons la partie dédiée à l'adaptation et la partie dédiée à l'atténuation. Plus de 55 pays, représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont ratifié à ce jour l'accord de Paris, seuil minimum qui permettra son entrée en vigueur le 4 novembre, ainsi que la tenue de la première rencontre des parties signataires durant la COP22 à Marrakech. Cap sur le Kenya où le président Uhuru Kenyatta a déclaré ce mercredi que le tracé de la nouvelle route de chemin de fer entre Nairobi et Naivasha ne changera pas malgré les inquiétudes des environnementalistes pour le parc national de Nairobi. Le récit de Larissa Matsumo. Lancé il y a pratiquement 3 ans à Mombasa par le président Uhuru Kenyatta, la construction du chemin de fer devant relier Nairobi aux villes voisines aura bel et bien lieu. Mais les travaux de démarrage font déjà l'objet des controverses sur la lutte pour le développement du pays et la conservation de la nature. Certains environnementalistes indiquent que la voie ferroviaire pourrait empiéter sur les parcs naturels comme le célèbre Masai Mara. Ni siku ya furaha kwa sababu vile mjuavyo karibu miaka 3. C'est une journée formidable. Car comme vous le saviez, cela fait un peu plus de 3 ans que j'ai lancé la construction du chemin de fer entre Mombasa et Nairobi. Et lorsque nous avions lancé le chemin de fer, on avait décidé que nous voulions pas seulement que le train s'arrête à Nairobi, mais également à Naivasha, Narok, Bomé, Kisumu et Malaba, afin qu'ils puissent nous rallier à nos voisins. Mpaka Kisumu, mpaka Malaba, ndio ituunganishe na jirani zetu. Le Kenya, en partenariat avec l'État chinois, a commencé les travaux du futur chemin de fer de l'Est African Community. Plus tard, il reliera le pays à l'Ouganda, à la RDC, au Soudan du Sud, au Rwanda et au Burundi. Le premier tronçon reliera le port de Mombasa à Nairobi, la capitale kenyane. Le président kenyan et son homologue chinois avaient désigné l'accord final de ce projet au mois d'août 2013 à Pékin. Toujours d'actualité en Somalie, l'offensive éclair menée mardi dernier par les rebelles islamistes somaliens Shebab contre Afgoye, ville stratégique située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. L'attaque avait causé la mort d'au moins 10 soldats et civils. Retrouvons Larissa Matsumo. Située à une trentaine de kilomètres de la capitale Mogadiscio, la ville stratégique somalienne Afgoye a été la cible d'une attaque mardi des Shebab rebelles islamistes somaliens. Au moins 10 soldats ont été tués. L'offensive qui a duré plusieurs heures visait principalement un poste de police attaqué à l'aide d'une voiture remplie d'explosifs et des bases militaires de l'armée somalienne. Ils ont attaqué la ville depuis plusieurs directions. Ils ont visé un centre de détention, un poste de police et un poste militaire à Boulo Fulio, en dehors d'Afgoye. Les forces de sécurité les ont repoussés et ils ont subi plus de dégâts, des morts et des blessés. Cette énième attaque met une nouvelle fois en évidence la fragilité du pays à quelques semaines d'un processus électoral censé conférer un peu plus de stabilité à cet état de la Corne de l'Afrique.
Afgoye constitue un carrefour stratégique vers le nord, l'ouest et le sud somalien. Les Chebabs avaient été chassés de cette ville en mai 2012 par l'armée somalienne et l'AMISOM. Confrontés à la puissance de feu supérieure, déployée en 2007, les Chebabs ont été chassés de la capitale Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions, dont Afgoye. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Souvent jusque dans la capitale ou contre des bases de l'AMISOM, bénéficiant notamment de la fragilité du gouvernement central et de l'apathie de la force internationale. Poursuivons avec l'actualité hors du continent. Chaque troisième jeudi du mois d'octobre est célébrée à travers le monde la Journée internationale de la résolution des conflits depuis 2005. Cette initiative émane de l'Association pour la résolution des conflits. Le regard de Lariska Matsumo. Le phénomène des conflits est vieux dans le monde et ne cesse de prendre de l'ampleur. De l'Occident en passant par l'Afrique, le problème se pose avec acuité. Chaque jour, des milliers de personnes sont décimées, des villes entières détruites, mettant ainsi à mal l'être humain confronté à plusieurs maux. Depuis sa création, l'État hébreu a connu énormément de conflits avec les pays arabes voisins. La Palestine revendique Jérusalem, la Syrie revendique le plateau du Golan. En Afghanistan, au pouvoir en 1997, les talibans sont chassés du gouvernement à la suite des attentats du 11 septembre 2001 par l'OTAN. En Afrique centrale, à la suite du génocide des Tutsis au Rwanda par les Hutus en République démocratique du Congo, des rebelles soutenus par le Rwanda essaient de renverser le gouvernement congolais. La guerre civile qui sévit au Darfour, sud-ouest du Soudan, est un conflit entre ethnies. Au large du golfe d'Aden, des pirates organisent depuis la fin des années 1990 des abordages vers des bateaux marchands. Aujourd'hui, les conflits s'intensifient en Syrie et en Irak, ainsi qu'au Yémen. C'est pour trouver une solution à ces différents conflits que l'Association pour la résolution des conflits a désigné le 3e jeudi du mois d'octobre en tant que journée internationale pour la résolution des conflits. Lorsque les oppositions se font au niveau de régions ou de pays, toutes les énergies devraient être employées à la résolution amiable du conflit, à la négociation, sans arriver jamais aux confrontations physiques ou militaires. Aux États-Unis, le troisième et ultime débat entre les candidats à la Maison-Blanche, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, a été aussi riche en contenu qu'en prise de bec ce mercredi soir. Mais le refus de l'homme d'affaires à s'engager à reconnaître les résultats de l'élection a volé la vedette à cet échange. Ludmila Tuntum s'en fait l'écho. Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle du 8 novembre prochain aux États-Unis, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton, se sont affrontés pour la dernière fois lors d'un débat télévisé à Las Vegas. Un dernier face-à-face à 20 jours du scrutin présidentiel. Ce tête-à-tête se déroule dans un climat défavorable pour Donald Trump, désormais en difficulté dans les sondages. C'est assez clair que vous n'admettez pas que les Russes sont engagés dans une des cyberattaques contre les États-Unis, que vous avez encouragé l'espionnage contre notre peuple, que vous êtes prêt à débiter la ligne Poutine. Inscrivez-vous sur la liste de souhaits, quittez l'OTAN, faites tout ce qu'il veut faire. Donald Trump, plus discipliné et mieux préparé que lors des échanges précédents, a clairement indiqué qu'il ne rentrerait pas dans le rang, faisant l'éloge de la Russie, en ajoutant que Poutine n'aurait aucune considération pour son adversaire Hillary Clinton. C'est un pays qui possède un nombre considérable d'ogives nucléaires, 1800. Ils l'ont avancé et nous ne l'avons pas fait. 1800 ogives nucléaires et elle joue la peureuse. Poutine, de ce que je vois, n'a aucun respect pour cette personne. Signe de la tension croissante entre les deux candidats, Donald Trump et Hillary Clinton ne se sont pas serrés la main comme ils l'avaient fait au début du premier débat ou à la fin du deuxième. Pendant ce temps, au Brésil, la Banque centrale a annoncé ce mercredi une baisse de son taux d'intérêt. Il passe désormais de 14,25% à 14% et reste malgré tout l'un des plus élevés du monde. Il s'agit là de la première réduction depuis 3 ans. Renandem. La Banque centrale du Brésil a pour la première fois en 3 ans abaissé mercredi son taux directeur, l'un des plus élevés au monde, de 14,25% à 14% dans la perspective d'une réforme pour freiner les dépenses publiques. Avec ce taux à 14% l'an, le Brésil reste encore loin des 10% de la Russie, des 6,25% de l'Inde ou des 4,75% du Mexique.
d'autres géants émergents. Il s'agit de la première réduction depuis plus de 3 ans. Si la Banque centrale baisse les taux et qu'on se rend compte ensuite que c'était une mauvaise décision, car l'inflation ne va pas dans le sens espéré, cela aura pour conséquence de faire remonter l'inflation et les prévisions d'inflation seront moins bonnes. La Banque centrale perdrait ainsi la crédibilité dans sa manière de mener la politique monétaire, ce qui serait très mauvais. D'après la dernière enquête Focus élaborée par la Banque centrale auprès d'une centaine d'opérateurs de marché, l'année 2016 clôturera avec un taux d'intérêt à 13,5%, qui chutera à 11% fin 2017. Mais l'inflation devrait commencer à ralentir. Pour 2016, la prévision est de 7,1% selon Focus et de 5,4% pour 2017, alors que la Banque centrale table sur 4,5%. Et puis, les dirigeants des 28 pays de l'Union européenne ont durci le ton ce jeudi pour dénoncer le rôle de Moscou dans le siège et les bombardements meurtriers sur Alep en Syrie, soulignant que toutes les options étaient désormais envisagées, y compris des sanctions. Miran Dangué. Dès mercredi soir, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont brandi la menace de sanctions contre Moscou à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à Berlin avec le président russe Vladimir Poutine. La question des sanctions contre la Russie sur la Syrie ne sera pas discutée et aucune décision ne sera prise aujourd'hui. Tout comme ce n'était pas le cas pour le ministre des Affaires étrangères il y a 3 jours au Luxembourg. Bien sûr, toutes les options sont toujours envisagées, mais aujourd'hui, le travail de l'Union européenne se concentre avant tout sur l'apport d'aide humanitaire de toute urgence à Alep, sauver des vies et s'assurer que les discussions continuent pour faire durer le cessez-le-feu. Ce durcissement de ton intervient alors que la Russie s'efforce de faire preuve de bonne volonté en vantant la mise en place à Alep de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils blessés ou de rebelles armés. Pourquoi toujours vouloir des sanctions? Est-ce que les sanctions avec l'Ukraine ont maintenant trouvé une solution? Vraiment, il faut se poser la question, durable. Est-ce que c'est la bonne solution? On doit rester solidaire, on doit trouver des solutions communes, on doit trouver une stratégie commune pour trouver une solution. Ce qui se passe à Alep est inacceptable, bien sûr, et ça je le condamne aussi de la manière la plus ferme, mais est-ce que la sanction est la bonne discussion aujourd'hui? La ville d'Alep, la deuxième de Syrie, est devenue un des enjeux majeurs de la guerre qui a fait plus de 300 morts dans ce pays depuis 2011. Les quartiers de la ville tenus par les rebelles sont bombardés intensément depuis le 22 septembre par le régime syrien et son allié russe. Avant de refermer cette grande session, le rappel des titres. Au Gabon, l'heure est aux préparatifs de la COP22 qui aura lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain. Les premières délégations gabonaises sont sur les lieux. La ministre en charge de l'économie forestière est également sur place. La note d'économie de ce journal en Afrique nous a amené à parler de la Banque africaine de développement qui a annoncé ce jeudi que l'Afrique pourrait être la deuxième croissance économique du monde en 2017 après l'Asie. Et puis nous avons vu que dans le monde, c'est la journée internationale de la résolution des conflits. Dans ce monde en guerre, cette journée garde toujours son caractère symbolique d'invitation à la paix. Voilà pour l'essentiel de cette grande session d'information, Madame, Monsieur. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.